je veux répondre à la question, est-ce que vous devriez investir avec un conseiller financier ou plutôt le faire vous-même avec une plateforme de courtage en ligne? Donc aujourd'hui, premièrement, je vais vous expliquer la différence entre un conseiller dans une succursale, donc à votre banque, versus un planificateur financier, ce qu'on appelle un PF. Et deuxièmement, je veux vous parler de la réalité derrière l'investissement autonome. Bref, l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous montrer vos options pour que vous puissiez prendre une décision plus éclairée par rapport à la manière de gérer vos placements. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, je veux revenir rapidement sur l'investiture de Donald Trump qui a eu lieu hier et qui marque le début de son mandat de 4 ans. Donc finalement, il n'a pas imposé les tarifs douaniers pour le Canada et le Mexique dès sa première journée comme président. Par contre, il a déjà réitéré qu'il comptait aller de l'avant avec les tarifs douaniers et que ça allait probablement être annoncé le 1er février. Et depuis hier, il a déjà signé un nombre record de décrets présidentiels, donc ça a été fait dès son assermentation. Et il compte continuer comme ça avec d'autres ordres exécutifs, donc Executive Order, dans les semaines à venir. Pour le moment, on parle principalement de décrets qui concernent l'immigration et la sécurité aux frontières. Et pour conclure sur le sujet de Trump, dimanche passé, l'application TikTok a été bannie aux États-Unis, donc tel que prévu, mais honnêtement, ça n'a pas duré longtemps. En fait, c'est justement que Trump il a annoncé que dès qu'il allait être assermenté, il allait publier un décret pour autoriser l'utilisation de TikTok aux États-Unis. Donc, grosso modo, l'application TikTok est redevenue accessible pour les Américains. Ça a duré finalement moins d'une journée son interruption. Et bref, on peut reprocher bien des choses à Donald Trump, mais on peut pas dire qu'il n'est pas efficace avec ses mesures puis ses décrets. Quand il dit qu'il fait quelque chose, à date, ça se passe comme il dit. Sinon, pour retourner au sujet de l'épisode d'aujourd'hui, je veux commencer par vous parler des conseillers que vous pouvez prendre rendez-vous avec dans la succursale de votre banque. À ce moment-là, quand vous pensez à un conseiller financier, le cas typique, avez-vous l'image d'un expert de la finance dont la seule raison d'être, c'est de maximiser le rendement de votre portefeuille et de vous assurer que vous ayez une belle retraite? J'espère que non, parce que dans la vraie vie, c'est pas nécessairement le cas tout le temps. En fait, le vrai rôle des conseillers, c'est avant tout de vous vendre des produits financiers de la banque, que ce soit une nouvelle carte de crédit, une marge de crédit préapprouvée, peu importe, ils vont toujours trouver de quoi à vous offrir. Et du côté de l'investissement, des placements, oui, ils peuvent vous présenter des fonds communs de placement, ils peuvent ouvrir votre compte REER, votre CELI, mais leur éventail de produits, ça reste limité. Mettons que vous allez dans une succursale de la Banque de Montréal, le conseiller il peut vous aider à ouvrir un CELI ou un REER, il peut placer votre argent dans des CPG, il peut vous parler de quelques FNB, là, des ETF, mais grosso modo, ils vont surtout vous diriger vers les fonds communs de placement de BMO, donc les produits qui appartiennent à la Banque de Montréal. Évidemment, ils vont suivre votre profil d'investisseur, mais ces fonds communs-là, ils ont souvent des frais de gestion élevés. Là. Je parle d'à peu près autour de 2% par année, et ces frais-là, logiquement, au fil du temps, bien, ça gruge votre rendement sur le long terme. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que, règle générale, le niveau de connaissance d'un conseiller, bien, c'est assez de base, dans le sens que souvent, ils vont suivre le cours qui leur permettent de devenir représentants en épargne collective. Ils vont suivre également peut-être une couple de formation à l'interne qui va mettre l'emphase sur les produits financiers de leur institution. Et tu sais, c'est un peu normal. Là, si tu vas chez Banque Nationale, attends-toi pas à ce qu'ils te conseillent des produits de la banque TD. Mais en résumé, le conseiller, il n'a pas nécessairement une vue globale de tous les instruments financiers qui sont disponibles, des stratégies financières et fiscales. Puis tu sais, en plus, le conseiller, il faut comprendre qu'il
il se concentre pas uniquement sur les placements dans son day-to-day. Tu sais, le matin, il peut bien ouvrir une marge de crédit, puis là, rendu l'après-midi, il va placer de l'argent dans des fonds communs à l'intérieur d'un REER. Bref, l'option d'un conseiller dans une succursale, c'est correct si tu veux un service rapide, quelque chose de simple, tu veux pas te casser la tête avec tes placements, mais évidemment, c'est pas l'option la plus rentable non plus. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle un planificateur financier, communément appelé un PF, et ça, c'est une autre game, dans le sens que oui, ce sont plus des experts en finance, finances personnelles, investissement, et leur but, c'est justement de vous donner une vision globale, c'est-à-dire qu'ils vont parler de la retraite, de la fiscalité, de la succession, de vos dettes, de stratégies de décaissement. Et les PF, souvent, ils ont accès à une plus grande variété de produits, surtout s'ils travaillent de façon indépendante. Et l'autre chose à considérer, c'est que leur programme de formation, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe que celui d'un conseiller en succursale qui est un représentant en épargne collective. Les PF, ils maîtrisent des notions plus avancées par rapport au marché financier puis aux stratégies d'investissement. En gros, un planificateur financier, ça va aller beaucoup plus loin dans ses recommandations. Ils vont comprendre les subtilités entre différents produits financiers, puis ils maîtrisent les notions comme l'optimisation fiscale et comme je vous dis au niveau du décaissement lorsque ça va être votre retraite. Mais il faut quand même comprendre quelque chose vis-à-vis les planificateurs financiers, c'est-à-dire qu'un PF, ça doit bâtir lui-même sa clientèle pour être payé. Donc, s'il travaille à commission, il a tout intérêt à gérer vos actifs plutôt que vous orienter vers l'investissement autogéré ou d'autres façons, en fait, de gérer vos placements qui excluent ces services. Donc, c'est sûr que ça peut venir influencer ses recommandations. Ça se peut qu'il soit plus réticent à ce que tu gères ton argent dans une plateforme de courtage en ligne. Ça se peut qu'ils mettent ça pire que la réalité, mais reste que leur expertise au niveau des PF, c'est quelque chose d'indéniable. Ils ont réellement des connaissances dans le domaine de l'investissement. C'est juste que, comme je vous dis, leur modèle d'affaires, leur façon d'être rémunéré, ça peut parfois causer des conflits d'intérêts. Je ne vous dis pas qu'ils ne vont pas prendre en considération votre profil d'investisseur. Au niveau du code déontologique, ils n'ont comme pas le choix, mais reste qu'ils ont quand même un incitatif important à prendre le plus d'argent sous leur gestion puis à gérer justement vos placements plutôt que vous orienter vers l'investissement autonome. Justement, si on parle d'investissement autogéré, c'est une approche qui attire de plus en plus de monde, surtout avec les plateformes de courtage en ligne que les banques offrent maintenant à leurs clients. Et il y a aussi des applications comme Wealthsimple qui rendent l'investissement autonome de plus en plus accessible. Et être investisseur autonome, ça veut dire que vous prenez le contrôle de vos placements et vous décidez vous-même dans quoi vous allez investir, que ce soit des actions individuelles ou des fonds négociés en bourse. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de payer des frais de gestion annuels, qui est un peu l'équivalent de partager vos gains avec quelqu'un d'autre. Surtout que même si ton fonds y affiche un rendement annuel négatif, tu vas quand même payer les frais de gestion. Peu importe la performance du fonds, les frais de gestion demeurent. Par contre, il faut faire attention avec l'investissement autonome parce que, étant donné que justement, tu n'as pas de conseils, tu n'as pas de recommandations d'un conseiller financier ou d'un PF, il faut que tu comprennes réellement dans quoi tu investis. Parce que, autrement dit, tu ne peux pas juste te fier à ce que tu entends sur les réseaux sociaux ou ce que ton oncle te dit dans quoi il investissait. Parce qu'honnêtement, si on se fie à la majorité des podcasts ou des vidéos sur YouTube, TikTok et compagnie, investir, ça a l'air facile. Dans le fond, tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas investir dans un FNB indiciel qui reflète l'indice S&P 500, style le fonds VFV. Et là, tu achètes peu importe le prix, que ce soit à toutes les semaines ou à tous les mois. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'achat périodique à somme fixe. Et voilà, c'est aussi simple que ça, tu es devenu un investisseur autonome. Et ça, pour moi, malheureusement, c'est un discours un peu simpliste au niveau de la gestion de ses placements. Parce que, premièrement, l'investissement indiciel, oui, c'est une des approches, mais comme je vous dis, ce n'est pas
la seule approche non plus. Et deuxièmement, le classique VFV qui reproduit le S&P 500 ou le fameux VEQT qui vous donne une exposition à différents marchés, mais ça reste que ce sont des fonds négociés en bourse, 100% actions et qui ont une surpondération dans le marché nord-américain. Donc oui, c'est bon pour beaucoup de personnes, surtout des jeunes entre 20 et 40 ans, mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour tout le monde non plus. Mettons que vous avez 60, 65 ans, puis que vous êtes all-in dans un FNB qui reproduit le S&P 500, je ne suis pas convaincu que c'est la meilleure stratégie qui convient à votre profil d'investisseur. C'est en considérant le fait que dans pas long, ça se peut que vous ayez besoin de décaisser une partie de ces placements-là. Donc, il ne faudrait pas que ça donne que quand vous avez besoin de cash, il y a une correction boursière de 15% sur le marché américain, puis que là, vous devez vendre à perte une partie de vos investissements. De mon côté, pour mon propre portefeuille, j'achète pas de fonds négociés en bourse, j'achète pas des FNB, je préfère investir dans des actions individuelles. Et ça, en anglais, ça s'appelle du stock picking. Et cette approche-là, ça consiste à investir dans des entreprises spécifiques au lieu d'un fonds qui vous expose systématiquement à plusieurs compagnies. Donc, c'est certain qu'en optant pour le stock picking, à ce moment-là, on gère soi-même la diversification de son portefeuille, le prix d'achat des actions, la pondération de chaque titre et surtout, ça nécessite beaucoup plus d'analyse avant de prendre position. Il n'y a pas question d'achat périodique à somme fixe avec cette approche-là. Quand on achète des actions, on achète des parts d'une entreprise. Donc, nécessairement, avant de payer pour devenir actionnaire, on veut comprendre, premièrement, dans quoi on investit. Il faut qu'on ait confiance au niveau de l'entreprise et surtout, il faut s'assurer de payer le bon prix pour nos actions. Et là, je veux quand même préciser qu'il faut rester réaliste, dans le sens que le stock picking, c'est pas pour tout le monde non plus. Si vous n'avez pas le temps, pas l'intérêt, pas les connaissances pour analyser des actions, c'est sûr que de gérer vous-même votre portefeuille, ça peut devenir assez risqué. C'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que vous faites ou que vous achetez des actions parce que vous avez lu que c'est un bon move à faire dans un groupe Facebook, ça se peut que vous finissiez par perdre pas mal d'argent puis par vous dire que finalement la bourse c'est dangereux puis que investir là-dedans c'est très risqué. Et c'est plate à dire, mais pour réussir dans l'investissement en bourse, faut rester rationnel, faut être pragmatique. Donc c'est sûr que si à chaque fois qu'il y a une couple de jours que les indices sont dans le rouge, vous vous mettez à paniquer, vous vendez à perte parce que vous ne tolérez pas de voir des titres dans le négatif, ça ne fonctionnera pas. Il faut comprendre que même si des fois c'est volatile, les marchés boursiers, c'est pas un casino. Les gains que vous faites, c'est pas une question de chance. Et comme je vous dis, l'autre élément à considérer, c'est que le stock picking, c'est une gestion active de son portefeuille. Donc, comme son nom l'indique, ça nécessite d'être actif. Ça prend du temps, ça prend des connaissances, ça prend de l'implication, ça prend des efforts. Et je suis conscient qu'avec le travail, la famille, tout ça, l'approche du stock picking, ça ne convient pas à tout le monde. Donc, je considère que c'est bien correct si vous préférez investir en achetant seulement des parts de fonds négociés en bourse. Il n'y a rien de mal là-dedans. Le point que je veux mettre de l'avant, c'est surtout que moi, je suis convaincu qu'un investisseur de détail qui a une stratégie à long terme, il peut battre les gestionnaires de portefeuille professionnels, puis il peut battre également le rendement des fonds indiciels comme VFV. Et si je dis ça publiquement sur mon podcast, c'est parce que j'y crois, parce que moi je l'ai fait. Si on regarde sur une période depuis plus de 10 ans, le rendement annuel moyen de mon portefeuille, il a réellement surperformé l'indice de référence, le TSX ou le S&P 500. Puis on ne parle pas d'un an, 2 ans, 3 ans, ça fait pratiquement 13 ans que je fais de l'investissement autonome. Donc, ça fait en sorte que je suis à l'aise de dire qu'un investisseur autonome qui a un horizon de placement à long terme, il peut arriver à battre les fonds communs, les fonds indiciels
en faisant lui-même du stock picking, mais je le répète, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul non plus. Il faut que tu y mettes du temps, de l'effort, que tu as certaines notions à avoir aussi, mais c'est quand même quelque chose qui est possible. Et avant de conclure l'épisode, je veux vous mettre en garde contre les espèces de pièges qu'on peut voir en ligne, les fameux vendeurs de formation de day trading qui font miroiter des gains incroyables. Tu sais, j'ai vu des rendements de 300% en une journée où ils donnent l'impression que rapidement, vous pouvez vivre du day trading avec seulement 10 000 $ dans votre compte et que ce soit avec le forex, les devises, les matières premières, les actions ou présentement la mode c'est plus la crypto. La réalité dans tout ça, c'est que la majorité des day traders, ils ne sont pas profitables. Ça a l'air bien facile quand quelqu'un partage un graphique après coup, puis que là, tu vois le prix de l'action ou de la crypto monter en flèche, mais dans la vraie vie, il faut que tu réussisses à la faire, cette transaction-là. C'est-à-dire que faut que tu achètes au bon moment, faut que tu la vendes aussi au bon moment. Les transactions à court terme, comme le day trading, le scalping, même le swing trading, ce sont des opérations qui nécessitent beaucoup plus d'expérience. Ça nécessite aussi plus d'outils que juste une plateforme de courtage de base. Et surtout, pour que ça vaille la peine de tout faire ça, ça nécessite un certain capital de départ parce que sinon, ça ne vaut juste pas la peine de passer vos journées à trader devant votre écran. Vous allez faire plus d'argent à aller travailler que d'essayer de devenir riche avec 5, 10, même 20 000 $ dans votre compte. Et encore une fois, ce que je trouve malheureux, c'est que les gens qui se lancent là-dedans, il y a un manque de considération au niveau de la gestion du risque. Il y a également des attentes démesurées par rapport au rendement potentiel du day trading. C'est sûr qu'après avoir vu une couple de vidéos sur YouTube ou TikTok, puis que tu vois le gars faire du cash à chaque fois, tu te mets à penser que tu vas générer du 10% par jour avec ça. Fait que là, tu te dis, bon, j'ai 10 000 $ dans mon compte, je vais me sortir 1 000 $ par jour, 5 000 $ par semaine brute, let's go. Mais par expérience, je vous confirme que c'est pas la réalité du day trading. Fait que si vous voyez un gars dans la vingtaine qui vous dit qu'il va vous montrer ses stratégies simples et faciles pour générer des profits constants, je vous garantis que c'est une arnaque ou une formation bidon parce qu'il n'y a pas de stratégie simple et facile en day trading. C'est quelque chose de complexe. Ça nécessite des outils. Vous devez payer pour un paquet d'affaires comme la profondeur de marché, ce qu'on appelle le niveau 2, juste pour au moins avoir les données de base pour vous permettre d'essayer d'être profitable. Donc, c'est quelque chose à vous méfier lorsque on vous fait miroiter des rendements exorbitants ou des stratégies qui ont l'air faciles et qui vous garantissent des profits. Pour terminer, au final, c'est vous qui décidez la manière dont vous allez investir votre argent. Vous l'avez travaillé, c'est vous qui devez prendre la décision de comment vous allez la placer. Ça peut être avec un conseiller en succursale, ça peut être avec un planificateur financier ou ça peut être avec l'investissement autogéré. Dans tous les cas, tant qu'à moi, ce qui compte le plus, c'est que de 1, vous compreniez où va votre argent, peu importe c'est qui le place, et de 2, juste le fait que vous investissiez votre argent pour le faire fructifier, déjà là, vous partez avec une longueur d'avance. Il y a bien du monde qui n'ont même pas le thinking de penser à plus tard puis de faire travailler leur argent. Et si jamais l'avenue de l'investissement autonome vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de transférer tous vos actifs d'un coup dans une plateforme de courtage en ligne. Vous pouvez le faire progressivement, le temps de voir comment vous réagissez quand vous êtes investisseur autonome et vous pouvez également comparer la performance de votre portefeuille par rapport au placement que vous avez laissé à votre banque. Au bout de 3, 4, 5 ans, vous allez être en mesure de voir ça ressemble à quoi la performance de vos placements autogérés, puis vous allez pouvoir prendre la décision ensuite de ça, de transférer ce qui reste dans votre plateforme de courtage en ligne, si c'est quelque chose que vous êtes capable aussi de tolérer au niveau du stress, au niveau des émotions. Donc, tout ça pour dire que l'investissement autonome, c'est une option qui s'offre à vous. Vous n'êtes pas obligé nécessairement de passer avec un conseiller ou un PF. Par contre, c'est sûr qu'il y a un avantage quand on passe avec un planificateur financier qui va vous donner réellement des stratégies d'investissement, des stratégies au niveau du décaissement, de la fiscalité, tout ça.
Donc, je veux que vous compreniez que je ne suis pas en train de dénigrer non plus les professionnels dans ce domaine-là. Je veux seulement élargir vos horizons. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.